Nous discutons maintenant le décodage d'un code convolutif. Pour le décodage, nous utilisons ce qu'on appelle l'algorithme de Viterbi qui a été développé par Viterbi, ça fait une vingtaine d'années. Donc, pour comprendre le décodage, nous allons en profiter de notre connaissance de l'encodage. C'est essentiel pour comprendre comment est-ce que l'algorithme de Viterbi arrive à corriger les erreurs qui sont encodées. En particulier, nous allons utiliser le treillis d'encodage comme la première étape pour le décodage. Donc, nous avons déjà vu le codage convolutif et les différentes méthodes de représenter les encodeurs. Le diagramme de l'état, une machine à état fini, le diagramme en arbre et aussi le diagramme en treillis. Donc, nous passons maintenant à la deuxième partie, qui est l'algorithme de décodage, qui est couvert dans la section 7.3 de volume pour le cours. Et nous allons toucher sur quelques propriétés sur le code convolutif, mais la grosse majorité maintenant, c'est pour le décodage. Donc, nous avons toujours la description complète d'un système de communication ici. Donc, nous avons vu comment faire l'encodage convolutionnel et maintenant, nous discutons l'étape de décodeur ici. Donc, il y a deux types de décodage qu'on doit discuter. Il y a deux variétés. Les deux variétés s'appellent les décisions fermes et les décisions souples. Nous avons une description ici des deux manières de voir le problème. Par exemple, si j'utilise la décision finale, est-ce que c'était une 0 ou une 1 envoyée? Ça serait ce qu'on appelle les hard decisions ou les décisions fermes. Par exemple, ici, nous avons les deux densités de probabilité dans le cas binaire pour la probabilité a posteriori. Donc, en sachant que S1 était envoyé, nous allons avoir cette densité. En sachant qu'il était S2 plutôt qui était envoyé, nous avons la densité ici. L'intersection des deux densités représente où est-ce qu'on place le seuil. Et si jamais le signal reçu est plus grand que cette seuil, je vais supposer qu'il était S1 qui était transmis, donc logique 1. Donc, la décision va être une 1 et dans l'autre cas, ça va être une 0. Donc, des décisions fermes. Si je recule en arrière, c'est la sortie du démodulateur ici dont je parle. Donc, l'entrée pour le décodeur convolutionnel et la sortie du démodulateur. Donc, dans un cas, le démodulateur peut sortir des valeurs binaires, par exemple 0 et 1, c'est des décisions fermes. C'est quoi l'alternative? Il y a aussi la possibilité d'utiliser plutôt les décisions souples. Dans les décisions souples, au lieu de juste dire « il était plus grand que le seuil » ou « il était plus petit que le seuil », je vais donner un indice « était à quelle distance de le seuil ». Donc, l'information pour les décisions souples, je peux donner un certain niveau de précision pour les décisions souples. Par exemple, l'exemple ici, c'est 8 niveaux pour les décisions souples. Donc, nous utilisons 3 bits pour déterminer c'était quoi la distance du seuil et c'est quoi la position relative au seuil. Bien sûr, plus que nous avons des bits alloués aux décisions souples, plus que nous allons avoir de précision. Donc, c'est très intuitif de savoir pourquoi les décisions souples peuvent avoir une performance meilleure que les décisions fermes. Parce qu'on peut imaginer, si jamais le signal reçu est proche du seuil, ça veut dire qu'il y a beaucoup de bruit dans la réception. Donc, si on est juste d'un côté du seuil, on peut imaginer que c'est très probable ou beaucoup plus probable que j'avais une erreur dans la transmission. Mais si, par exemple, je suis vraiment loin de seuil, à ce moment-là, je dois avoir beaucoup de confiance dans la décision pour cette bit-là, parce que c'est très, très improbable que le vrai symbole envoyé était très, très loin de cette valeur.
Donc, en sachant plus, avec les décisions souples, j'ai plus d'informations. Cette information entre dans le décodeur. Donc, le décodeur a la chance d'avoir une meilleure performance si j'utilise les décisions souples. Bien sûr, il y a un contrepoint pour les décisions souples sont plus exigeants dans la complexité. Donc, les décisions souples sont plus faciles, mais les décisions fermes sont plus simples, moins complexes, mais les décisions souples ont une meilleure performance. Pour les deux décisions, les décisions fermes et les décisions souples, on peut utiliser différentes métriques. On peut utiliser les distances de Hamming ou les distances euclidiennes. En général, les distances de Hamming sont utilisées pour les décisions fermes et les distances euclidiennes sont utilisées pour les décisions souples. Dans le chapitre 7, nous allons travailler exclusivement avec les décisions fermes, donc exclusivement avec les distances de Hamming. Ça, c'est juste un choix. Ça prend du temps pour présenter les algorithmes et j'ai choisi d'utiliser l'approche la plus simple à manipuler, qui est l'approche avec les décisions fermes. Nous allons voir dans le chapitre prochain qui parle des encodages entre lignes plutôt des distances euclidiennes. Donc, nous allons avoir la chance de travailler avec une autre métrique de distance dans le prochain chapitre. Donc, même si dans ce chapitre maintenant, je parle que de décisions fermes, je veux juste être très certain que vous comprenez que c'était un choix, c'était le choix d'utiliser les décisions fermes, mais pour les décodeurs convolutifs, en utilisant l'algorithme de Viterbi, nous avons l'option aussi de faire les manipulations avec les décisions souples, mais dans le cas de décisions souples, les distances entre deux possibilités sera calculée d'une autre façon. Donc, pour les décisions fermes, nous parlons de la distance de Hamming. Donc, la distance de Hamming, par définition, c'est la distance entre deux vecteurs binaires et la distance entre les deux vecteurs binaires est donnée par définition, c'est juste le nombre des bits qui sont différents entre les deux vecteurs binaires. Pour le cas de distance euclidienne, on va utiliser plutôt des valeurs qui ne sont pas nécessairement discrètes. Donc, ça peut être les coefficients, par exemple, des symboles dans le cas MPSK et d'autres choses. Mais nous allons discuter ça, comme j'ai dit, pas dans ce chapitre, mais plutôt dans le chapitre prochain. Nous allons donc, pour notre discussion dans le chapitre 7, parler d'un canal binaire symétrique. Un canal binaire symétrique, juste comme un rappel, c'est un canal qui peut être décrit, premièrement, c'est binaire, donc les entrées sont 0 et 1, les sorties sont 0 et 1. La probabilité qu'il y ait un 0 sera changée en 1 est représentée par cette ligne ici, et à côté de cette ligne-là, on a écrit P pour dire que la probabilité qu'il y ait un 0 sera changée à un 1, c'est probabilité P. Le canal est symétrique parce que la probabilité qu'un 1 change à 0 est aussi probabilité P. Bien sûr, la probabilité qu'il n'y ait pas une erreur est juste le complément, donc 1 moins P, et c'est symétrique, donc dans le cas d'un 0 sans erreur, un 1 sans erreur, ça va arriver avec probabilité 1 moins P. Donc, qu'est-ce qu'on a fait pendant l'encodage était d'introduire la corrélation entre les mots de code. Donc, on a fait ça exprès. Le décodeur doit exploiter cette corrélation pour détecter et corriger les erreurs. Donc, la méthode que nous utilisons, c'est de chercher le détecteur le plus vraisemblable, donc le détecteur ML, et cet détecteur est un détecteur de séquence. Donc, c'est la séquence le plus vraisemblable que finalement nous cherchons avec le décodage. Parce que cette corrélation est introduite, ça veut dire que même
dans le canal, si le canal lui-même, il y a l'indépendance de une bit à la prochaine bit, nous avons introduit à l'encodeur une corrélation. Donc, pour faire une décision, je ne peux pas décider en isolation, je ne peux pas regarder un seul bit et décider c'était quoi le bit qui a été envoyé. Je suis obligée maintenant de regarder toute une séquence parce que nous avons introduit la corrélation. Donc, le détecteur MLSE, c'est la séquence optimale. En observant toute une séquence des bits, je peux déterminer c'était quoi la séquence le plus vraisemblable. Et nous allons voir que l'algorithme de Viterbi, c'est juste un algorithme qui est très efficace dans le cherche de cette séquence. Donc, voici le décodeur Entrelits pour un code convolutif que je vais vous expliquer. Donc, premièrement, je vais juste dire qu'ici, la séquence qui est transmise est indiquée par ici en haut. Donc, la vraie séquence des bits qui était envoyée était un 1, 1, 0, 1, 1. Et l'encodeur, il a pris cette séquence et la sortie de l'encodeur est cette séquence des mots de code qui envoie ici. Donc, c'est ça qui a été mis dans le canal pour la transmission. Rendu au récepteur, au lieu de l'avoir reçu exactement ce qui a été transmis, nous avons une autre séquence qui était ce qui était sorti de la démodulation avec les décisions fermes. Donc, on peut remarquer ici qu'il n'y avait pas d'erreur, etc. Mais ici, il y avait une erreur. Donc, c'est ce que nous allons faire de regarder comment un décodeur peut utiliser pour chercher cette erreur et la corriger. Pour faire ça, on commence avec le trailing de l'encodeur. Donc, les séquences, je le répète ici, 1, 1, 0, 1, 1. Et nous avons utilisé l'encodeur ici en haut pour encoder cette séquence. Donc, ici, dans le trailing de l'encodeur, à côté de chaque transition, nous avons le mot de code qui sort pour la transition. Ici, c'est la transition, par exemple, entre l'état B, quand ça passe à l'état C, il y a le mot de code 1, 0 qui sera transmis. Donc, en utilisant cet encodeur avec la séquence que je viens de mentionner, 1, 1, donc on a commencé à l'état A. La première transition, c'est une 1. Après ça, c'est une autre 1, c'est le pointillé qui est le 1. Après le 1, c'est une 0, c'est la ligne solide que je trace parce que ça correspond à un 0. Après ça, c'est encore une 1, donc je passe à la ligne pointillé ici et une autre 1. Donc, si je regarde le sortie, j'ai tracé ici la séquence 1, rouge, pointillé, 1, rouge, pointillé, 0 transmis. Ça, c'est la ligne jaune solide. Après, c'est T1, pointillé rouge, une 1, pointillé rouge. Donc, si je regarde la séquence que je viens de tracer dans l'encodeur, je remarque que la sortie de l'encodeur était 1, 1. Après ça, était 0, 1, 0, 1. Après ça, l'encodeur a sorti 0, 1, 0, 1 ici. Et pour la transition de C à B, la sortie est 0, 0. Et de B à D, la sortie de l'encodeur, c'est 0, 1. Donc, c'est bien cette séquence qui est la sortie de l'encodeur qui a été envoyée par le canal. Nous arrivons maintenant au décodeur. Donc, au décodeur, on remarque que le trailing, il est très semblable, mais nous allons voir qu'ici, à côté de chaque transition, il n'est plus le mode de code qui est écrit, c'est une autre chose. Et c'est quoi cette autre chose qu'on va tracer dans le décodeur? Donc, c'est ce que j'ai écrit ici, c'est la séquence qui a été reçue. Pas la séquence qui a été transmise, mais plutôt c'est ce que le récepteur voit à la réception. Donc, le récepteur, il y a cette observation, c'est ce qui sort des démodulateurs, les décisions fermes. Et il y a le trailing, et le trailing qui est basé sur le trailing de l'encodeur. Donc, on a la connaissance de l'encodeur au décodeur. Donc, il sait c'est quoi le code qui est utilisé, etc. Donc, pendant la première
intervalle de temps, c'est ce qui est reçu au récepteur et la séquence 1-1. Donc, c'est ça qui est reçu. Je sais que j'ai commencé l'état A parce que j'ai le protocole de toujours commencer l'état A, de 0,0 à l'état A. Dans le premier intervalle de temps, j'ai reçu 1-1. Je compare cet 1-1 qui était reçu avec ce qui aurait été transmis pour la transition entre A et A. Donc, je remarque, dans l'encodeur, entre A et A, normalement, il y aura le mode de code 00. Mais ce que j'ai reçu pendant cet intervalle de temps, c'est plutôt 1-1. Donc, la distance entre les deux bits, la distance de Hamming est 2. Au lieu de 0,0, j'ai genre 1,1. Donc, il y a 2 bits qui sont différents. Donc, j'écris à côté de cette transition, dans le décodeur, j'écris cette distance 2. Il y a une autre possibilité pour la transition. Je sais que je commence à A, c'est le protocole, on commence toujours à l'état A. Donc, j'aurais pu avoir une transition entre A et B et je remarque dans l'encodeur que cette transition a un mode de code 1-1 et je calcule la différence ici entre le mode de code qui était transmis pour cette transition et le mode de code reçu et la distance est 0. Donc, pour cette transition, j'écris un 0. Je passe à le prochain intervalle de bits et dans cet intervalle, maintenant, il y a 4 possibilités pour la transition. Ça peut être de A vers A et A vers A. Et je remarque que dans l'encodeur, transition A vers A, ça veut dire, ça va sortir une mode de code 00. Mais c'est ce que j'ai reçu, était plutôt une code 01. Donc, la distance entre ces deux valeurs, il y a un bit de différence. Donc, j'écris à côté de cette transition A, j'écris la différence 1. Je fais la même chose pour la prochaine transition, la transition entre A et B. Et entre A et B, normalement, le mode de code sera 1-1. Donc, c'est ce qui est reçu, c'est 0,1. Donc, il y a un bit de différence. Donc, j'écris 1 à côté de celui-là. Je continue parce qu'il y a 2 autres transitions qui sont encore possibles à cette période de temps. Donc, pour la prochaine transition, c'est ce qui sort de l'encodeur, c'est 1-0. Et la différence entre 1-0 et 0-1, il y a 2 bits de différence. Donc, j'écris un 2 à côté. Et pour la dernière transition de l'état B vers l'état D, nous avons 0 comme la distance parce que la sortie pour cette transition sera 0,1 et ce que j'ai reçu, c'est bien 0,1. Donc, la distance que j'écris pour cette transition, c'est état B à état D est 0. Je continue de la même façon pour le prochain intervalle de temps et maintenant, on est dans le régime permanent et j'ai 8 transitions possibles pendant cet intervalle de temps. Pour toutes les prochaines intervalles de temps, je vais toujours avoir 8 transitions possibles. Donc, j'aurai toujours 8 calculs à faire de la distance de Hamming. Donc, par exemple, la transition A1, c'est normalement 0,0. C'est ce que je reçois, c'est 0,1. Donc, il y a un bit de différence. Et je fais ça pour toutes les transitions. Et je fais ça pour toutes les transitions. Donc, c'est ce que je viens d'écrire dans cette trellis de décodeur et c'est ce qu'on appelle les métriques de branches. Les métriques de branches. Donc, chacune des transitions individuellement, dans un intervalle de temps, c'était quoi la distance pour eux. Et c'est ce que nous allons faire dans la prochaine partie de l'algorithme, c'est de construire pas une seule branche, mais peut-être tout un chemin. Donc, juste pour illustrer la différence entre une métrique de branche qui est pour une transition dans un intervalle de temps, l'autre possibilité serait de parler de plutôt une métrique d'un chemin. Donc, pour un chemin, la métrique, il n'y a pas juste une seule transition, mais toutes les transitions de passer de un point à un autre point. Par exemple, ici, j'ai 2 chemins que j'ai illustrés qui passent à l'état 1 de l'état A vers l'état A au moment T5. Donc, par exemple, ici, il y avait 2 possibilités pour le chemin
en partant à temps 1 de l'état A et en terminant à l'état 5 à l'état A. Donc, 2 chemins. Et pour chacun des chemins, je vais calculer c'est quoi la métrique pour tout le chemin. Donc, par exemple, ici, le chemin en haut, je passe une étape, il était 0. Pour la prochaine transition, la distance était 2, donc cumulative, c'est 2. Prochain intervalle de temps, il y a une distance de 1, donc somme, ça va être 3. Et pour le dernier intervalle de temps, une autre. Donc, la métrique pour ce chemin est égale à 4, la somme des métriques de branches qui sont couvertes par ce chemin. Donc, j'appelle ça le chemin de haut, parce qu'arrivant à l'état A, ça vient de haut. Il y a un autre chemin que j'appelle le chemin de bas, parce qu'il arrive à le même point à l'état A, à cet intervalle-là, mais je passe par en bas, donc ça passe de l'état C vers l'état A. Et à ce moment-là, ce chemin commence à A, distance 0, distance 0 pour la transition B à D, distance 0 pour la transition D à C, et la distance de 1 pour la transition de C à A. Donc, la somme, c'est 0 plus 0 plus 0 plus 1, ça donne 1 comme la métrique de chemin pour celui-là. Donc, je viens d'expliquer le chemin de branche, la métrique de branche et la métrique de chemin. Donc, le chemin en haut, on avait 1, 0, 0, 0, comme la séquence qui était envoyée. Donc, le chemin ici, la partie qui est rouge, la transition de l'état A à l'état A, c'est pointillé, c'est rouge parce que ça correspond à ce qui est une bit de 1 pendant l'intervalle cet intervalle de bits. Après ça, pour ce chemin, cette illustration, cette transition était solide, donc solide jaune, et les transitions solides jaunes sont pour les logiques 0 qui étaient transmises. Donc, quand j'écris ici ce chemin, une manière de passer de l'état A à l'état A, le chemin ici, je vais lire que ça correspond à ce qui était transmis avant l'encodage, était 1, suivi par un 0, suivi par un 0, suivi par un 0. Donc, la séquence, ici, le chemin, dans le trailing de décodeur, c'est juste comme s'il y en avait dans l'encodeur transition d'état A vers B parce qu'il était une 1 qui était reçue par l'encodeur, une 0 reçue par l'encodeur, etc. Et bien sûr, la métrique de 4 ici, j'ai calculé parce qu'il était la somme 0 plus 2 plus 1 plus 1. Pour le chemin en bas, ça correspond à la séquence 1, 1, 0, 0. Donc, j'ai un autre chemin et une autre métrique de chemin. Dans ce cas-là, la distance pour ce chemin est plus petit, c'est 1. Donc, à la fin, pour arriver à l'état 5, à l'état A, j'ai deux possibilités. J'aurais passé par en haut, mais la distance entre ce qui était la séquence reçue et ce qui aurait été envoyé pour ce chemin, la distance entre les deux est 4 et l'autre distance, c'est simplement 1. Donc, je remarque que 1 est une distance plus petite que 4. Donc, si je veux décider lequel de ces deux séquences est plus probable, mais il est plus probable qu'il y a moins des erreurs, parce que les erreurs, pour un bon canal, les erreurs ne sont pas très probables. La probabilité d'erreur, ça doit être petit, ça doit être 10 à la moins 3, 10 à la moins 4. Donc, la probabilité d'avoir accumulé 4 erreurs dans la transmission est très grande. Et la probabilité d'avoir accumulé qu'une erreur est plus probable. Donc, quand j'ai un chemin avec une métrique qui est plus petit, celui-là, ce chemin représente le choix le plus probable, le plus vraisemblable. Donc, c'est ça le concept de comment est-ce que ça marche, l'algorithme de Viterbi, ou, je veux dire, le récepteur. C'est ce que nous avons vu, c'est une
aperçu de comment on peut corriger les erreurs. Pour corriger les erreurs, nous allons chercher la séquence la plus vraisemblable. Voici une manière de voir deux séquences possibles et de comparer la vraisemblance de chacun de ces deux chemins et d'identifier qu'un des deux chemins est plus vraisemblable que l'autre. C'est facile en examinant juste le métrique de chemin. Donc, nous avons tous les éléments clés maintenant pour comprendre comment l'algorithme de Viterbi marche, comment chercher la séquence le plus vraisemblable. Donc, j'utilise un exemple qui vient du livre de Sklar pour illustrer la méthodologie pour l'algorithme de Viterbi. Donc, dans cet exemple ici, nous commençons avec un seul intervalle de temps à calculer les métriques de branche pour commencer. Donc, dans le premier intervalle de temps, on a le protocole qui en commence à l'état A. Donc, il n'y a que deux transitions possibles. On calcule le métrique de branche pour ces deux transitions, c'est le 2 et le 0 ici. Et maintenant, nous allons construire les métriques de chemin. Donc maintenant, à cet instant du temps, il n'y a que deux possibilités. Donc à cet instant du temps, ça se peut que nous sommes rendus à l'état A ou nous sommes rendus à l'état B. Pour l'état A, il y a une seule manière de l'avoir arrivé à A, c'est en partant de A. Et ce chemin-là, il y a une distance égale à 2. Il n'y a qu'une métrique qui contribue. L'autre possibilité est d'être arrivé à l'état B, bien sûr en arrivant de l'état A, parce que c'est juste l'état A qui est possible pour l'état 1. Donc, rendu à l'état 2, à l'état B, la distance ici pour ce chemin est 0. Passons maintenant à le prochain intervalle de temps, un moment T3. À ce moment-là, il y a 4 transitions qui sont possibles. Donc, il est possible que je suis arrivé finalement à chacun des 4 états est possible. Donc, pour chacun des 3 états, l'état A, B, C et D, j'aurai un chemin qui m'amène à cet état-là. Et pour chacun de ces chemins qui termine à ces états, je peux calculer c'est quoi la métrique de chemin pour le chemin en arrivant là. Par exemple, ici, pour la transition de l'état A à l'état C, j'aurais passé sur A à B et de B à C pour une distance cumulative de 0 plus 2. Donc, le total pour le chemin qui arrive ici à le chemin C, c'est 2. Donc, j'aurais pu calculer pour chacun des 4 chemins. Maintenant, je suis rendu à l'état T4. À ce moment-là, je suis encore dans le régime permanent où il y avait de 8 transitions possibles. Donc, dans le régime permanent, tous les 4 états sont possibles pour la sortie à T4, mais au lieu d'avoir un seul chemin, chacun, il y a 2 chemins possibles. Pour comprendre comment l'algorithme traite cette situation, nous allons pour maintenant focaliser notre attention sur une pointe de terminaison. Donc, par exemple, ici, on va regarder pour commencer l'état A. Et pour arriver à l'état A à T4, c'est quel chemin qui peut nous amener ici? Donc, il y a 2 possibilités. Il y a 2 chemins qui arrivent à ce point-là. Donc, il faut examiner ces 2 possibilités. Par exemple, il y a ce que je vais appeler le chemin en haut. Et pour le chemin en haut, j'aurais eu les transitions l'état A à l'état A, à l'état A, à l'état A. Et si je cherche c'est quoi la métrique de chemin pour ce chemin-là, je prends la somme de 2 plus 1 plus 1, ça donne 4. Donc, c'est ça la métrique de chemin pour le chemin en haut. Mais ce point de terminaison, il aurait pu aussi venir d'un autre chemin. Donc, si je regarde la deuxième possibilité, qui maintenant je vais l'appeler le chemin en bas, parce qu'on peut voir que la partie bleue qui est tracée ici est en bas de
le chemin rouge, au moins au point de terminaison. Donc, si je trace le chemin ici en bleu, qui arrive à ce point, l'état A, j'aurai une distance de 0 pour le métrique de branche ici, plus le métrique de branche 2, plus le métrique de branche 1. Donc, 0 plus 2 plus 1, ça donne 3. Donc j'ai deux chemins qui arrivent à ce point A, un avec une métrique de chemin de 4, l'autre avec une métrique de chemin de 3. Donc, entre le choix 4 et 3, le 3 est plus petit, le 3 représente le chemin le plus vraisemblable. Donc, entre le rouge et le bleu, je vais décider, rendu à le temps T4, qui est le plus vraisemblable entre les deux et le bleu. Donc, c'est ce que je vais faire. Je vais enlever le chemin rouge comme ma considération. Je ne vais plus considérer le choix qui était rouge ici parce qu'il est moins vraisemblable que l'autre. Donc, je l'élimine tout de suite. Et c'est ce que je garde, c'est que le chemin en bas. Et donc, au lieu d'avoir deux métriques pour l'état A au moment de T4, j'ai qu'une métrique de chemin parce que j'ai qu'un chemin, parce que j'ai éliminé le chemin le moins vraisemblable à cette étape-là. Donc, pour continuer, le chemin qui est perdant, le chemin rouge dans le cas ici, est enlevé du treillis. Donc, je ne le garde plus dans mes calculs. Je l'élimine et c'est ce que je garde, c'est qu'un seul chemin qui arrive à l'état A. Donc, supposons, ça c'était le calcul fait pour l'état A, mais supposons maintenant qu'on va focaliser notre attention plutôt sur l'état B. On fait exactement la même démarche qu'on a fait tantôt. On regarde une des manières pour arriver à cet état B était d'arriver en haut et le chemin en haut, on peut tracer jusqu'à le point d'origine, l'état A. Donc, il y aurait eu une transition A à A avec une distance de 2, transition A à A avec une distance de 1, donc cumulative 3. Et maintenant, une transition avec une distance 1. Donc, la distance du chemin, c'est 2 plus 1 plus 1, ça donne 4. Ça, c'est le chemin en haut. Maintenant, je fais le même calcul pour le chemin en bas. Ici, en bleu, je trace le chemin en bas qui passe de l'état d'origine A jusqu'à l'état B. Et je remarque 0 plus 2 plus 1. Donc, la longueur de chemin ici, la métrique de chemin ici est 3. Encore une fois, je considère les deux possibilités, 3 et 4. Le 3 est plus petit. Donc, entre le bleu et le rouge, je vais garder que le choix bleu parce qu'il est plus vraisemblable que l'autre. Donc, quand je remarque ici en bas, je vais sauvegarder que le chemin en bas, le bleu, et je vais garder aussi qu'une seule valeur pour le métrique de chemin qui arrive ici. Donc, je peux faire ça pour tous les points de terminaison. Donc, ici, à cette étape du temps T4, nous remarquons ici, donc, au moment T4, on remarque ici les 4 chemins, un chemin pour chacun des états à l'état T4. Donc, nous avons dans cette treillis les 4 chemins possibles et pour chacun de ces chemins, les statistiques de chemin ou la métrique de chemin. Donc, nous sommes rendus à T4 et on peut observer que tous les 4 chemins, ils ont en commun la transition de l'état A à l'état A pendant cette période de temps. On appelle ça une convergence, ou en anglais un merge. Ça veut dire que les 4 chemins sont tous d'accord que pour cet intervalle de temps, la transition était de A vers A. Donc, cette transition, c'est pointillé. Ça veut dire que c'est une bit de 1 qui était transmis pendant cet intervalle de temps. Donc, des fois,
il y aura cette convergence, mais on peut voir qu'il est rendu à la deuxième étape, il y a encore deux possibilités qui existent pour cette transition. Donc, il y aura un compromis à faire dans l'implémentation de l'algorithme de détection, et c'est un compromis à faire avec la quantité de mémoire. Parce que je peux imaginer que plus que le temps évolue, j'aurai à stocker un chemin de plus en plus long, plus que je le trace dans le temps dans cette rallye-là. Et ça se peut qu'après un certain point de temps, j'aurai plus de mémoire et j'aurai être forcé à prendre une décision. Par exemple, ici avec le merge, je ne suis plus obligée de garder en mémoire cette décision-là. Je peux sortir la décision. Je suis certaine pendant cet intervalle de temps, la transition de temps était de l'état A à l'état B parce qu'une logique 1 était entrée. Mais supposons que je suis dans la situation, ici T2, où je vais manquer de mémoire. Donc, on va forcer une convergence après une certaine longueur de troncature. Longueur de troncature au traceback length, ça représente le maximum de mémoire disponible pour l'algorithme. Donc maintenant, je vais considérer qu'est-ce que ça passe après le prochain intervalle de temps. Comment est-ce que l'algorithme de Viterbi peut être efficace? Pour voir comment elle est efficace, je vais supposer que c'est ce que j'ai stocké en mémoire, c'est l'information qu'on voit dans le décodeur ici. J'ai les métriques de chemin pour chacun des chemins qui terminent aux 4 états possibles. Et en plus de la longueur du chemin, j'ai aussi le chemin lui-même pour chacune des terminaisons. Je suis rendue maintenant à calculer les prochaines sorties, donc je suis rendue à T5. Par exemple, supposons que je veux calculer c'est quoi le chemin et la métrique de chemin pour l'état B à l'instant de temps T5. À ce moment-là, j'ai le chemin en haut, donc qui a la transition de l'état A à l'état B. Et je remarque que, pour l'état A, avant, j'étais à ce moment-là, T4, quand j'étais à l'état A, la distance était 3. Donc, au lieu de retracer tout le chemin avant pour calculer c'est quoi le chemin qui arrive ici à cet intervalle à T5, je vais plutôt prendre ce qui était stocké dans la mémoire précédemment, cette métrique de chemin de 3, et je vais dire, mais était à 3 à le point ici, l'état A, et pour cette transition, je passais de A à B et la distance ici était 1. Donc, la longueur de chemin ici, ça va être la longueur de chemin précédent, le 3 plus 1, c'est donc 4. Donc, bien sûr, si je trace ici 0 plus 2 plus 1 plus 1, c'est donc 4. Mais je n'étais pas obligée de refaire le calcul ici, de prendre le 0 plus le 2 plus le 1. J'ai plutôt juste pris le 3 ici qui était déjà calculé et j'ai ajouté une autre valeur ici pour arriver à 4. Je fais la même chose pour le chemin en bas. Le chemin en bas, il arrive de l'état C. Donc, je regarde, pour l'état C précédent, c'était quoi la distance? Et la distance à cette époque-là était 0. Donc, quand je passe de C à B, maintenant j'ai 1. Donc, j'ajoute 1 plus 0, ça me donne 1. Donc, maintenant, j'ai le chemin en haut et le chemin en bas et la métrique de chemin pour chacun. Bien sûr, je vais garder celui-là qui est plus petit, le 1. Donc, le chemin qui arrive d'en bas. Donc, je vais garder que la transition de l'état C à l'état B. Et pour l'état C, je remarque ici, le reste du chemin vient de mémoire ici. Donc, le chemin complet, ça va dire A à B, B à D, D à C et C à B. C'est ça le chemin en bas que je vais garder, que j'appelle le chemin survivant. Je continue de la même façon pour les autres états. Donc, j'ai la métrique de branche
qui est le calcul pour la transition le plus récent, pour le chemin en haut, le chemin en bas. Et je vais calculer les distances en profitant des calculs précédents. Par exemple, ici, le chemin en bas, il arrive de l'état D, la distance pour l'état D était 2 plus 1, ça donne 3. Et le chemin en haut, j'ai une transition avec distance 0 et précédemment était 3, donc la distance totale c'est 3. Donc ici, j'ai deux choix, deux chemins, et chacun a la même métrique de chemin de 3. Donc lequel est-ce que je garde? C'est pas important. C'est arbitraire. Les deux ils ont la même valeur pour la vraisemblance. Donc, ils sont égales. La vraisemblance des deux est égale. Donc, je peux décider tout de suite, au hasard, lequel des deux je vais garder. Je lance une monnaie et je garde un des deux. Et je reste avec cette décision. Parce que plus que ça avance, je n'aurai pas plus d'informations pour quelle de ces transitions est plus probable. Parce que rendu à ce point, ça peut donner l'autre. Donc, je choisis le plus tôt possible pour éliminer, de ne pas gaspiller la mémoire en gardant les deux comme possibilité. Donc, voici le résultat de nos étapes de calcul. Ici, nous avons calculé tous les métriques de branche. Une fois qu'on a la métrique de branche, on calcule c'est quoi le chemin d'en haut en bas et on garde qui est le plus petit. Et donc, ce qui est stocké en mémoire, c'est ces distances, une distance pour chacun des états. Et en plus de ces métriques de chemin, on a aussi le chemin qui est tracé. Voici pour le prochain intervalle de temps, les 8 métriques de branches qui sont calculées et le résultat après d'avoir éliminé les chemins qui sont moins vraisemblables. Donc, si nous regardons la complexité de l'algorithme de Viterbi, nous avons les opérations très simples. Les opérations qui sont effectuées sont additionnées. Donc, on va chercher c'est quoi le métrique de chemin à partir de métrique de branche. On va comparer le chemin en bas et le chemin en haut pour sélectionner finalement lequel est le plus petit. Donc, ça, c'est ACS, additionner, comparer, sélectionner. Donc, les opérations sont simples. Donc, le VLSI, pour implémenter l'algorithme de Viterbi, n'est pas complexe, il n'y a pas de multiplication. En plus, on doit discuter c'est quoi la mémoire qui est nécessaire. Donc, nous avons dans le VLSI la mémoire et les opérations à faire. Pour la mémoire, nous allons déterminer une valeur qui est la longueur maximale d'un chemin que nous allons garder en mémoire. Donc, c'est un choix dans le design. Bien sûr, plus que j'ai mémoire, plus que je peux continuer à tracer des chemins plus vraisemblables sans forcer une convergence. Donc, plus que ça va être performant. Mais je ne veux pas avoir trop long parce que je vais le garder en mémoire sans raison. Donc, typiquement, c'est ce que nous allons choisir. C'est une valeur de H, la longueur de truncature, qui est de 4 ou 5 fois plus grande que la longueur de contrainte pour notre code. Donc, l'espace à mémoire nécessaire, ça va être, premièrement, pour chaque intervalle transition dans le temps, il y a 2 à la K majuscule moins 1. Ça, c'est le nombre d'états que nous avons. Donc, dans le cas de K majuscule égale 3, c'est 2 à la 4. Donc, dans les exemples que nous avons vus précédemment, étaient 4 états A, B, C, D. Mais pour chaque chemin, j'aurai besoin de stocker un de ces valeurs fois H. Donc, la mémoire totale nécessaire est égale à la longueur de chemin multipliée par le nombre d'états. Donc, ça représente
les séquences de bits pour chaque chemin qui est examiné. Donc, nous avons besoin de stocker des bits. Combien de bits? A fois h2 à la k moins 1. Et pour les métriques de chemin qui ne sont pas des bits, mais c'est plutôt le somme cumulative, nous allons besoin de faire une métrique de chemin pour chacun des états, il y a 2 à la k moins 1 états. Donc ici, nous avons le calcul de complexité. Et ici, dans le cas, c'est le calcul pour la quantité de mémoire nécessaire pour l'algorithme de Viterbi. Donc, nous avons ici un exemple d'une question venant d'un des examens précédents. Considérons l'algorithme de Viterbi pour décoder un code convolutif. Supposons que la longueur de contrainte K majuscule est K majuscule et qu'il y a une bit, petit k, K minuscule égale à 1, qui entre dans les K majuscules registres à chaque intervalle. Supposons en plus qu'il n'y a que n bits de parité et nous utilisons des décisions fermes et que nous avons choisi de forcer une décision après à h égale à 5 fois k majuscule. Donc, la longueur de contrainte est 5 fois k majuscule. La question posée, quelle information doit être sauvegardée pour chaque intervalle de bits et quelle est la quantité d'informations à sauvegarder? Une autre question venant des... Donc, c'est ça que nous venons de voir dans la page précédente. Nous avons vu ici, ici sont quelles opérations qui sont nécessaires. L'information qui doit être stockée, mais la quantité, c'est h fois 2 à la k moins 1. Et qu'est-ce qui est stocké dans chacun? C'est, pour ce chemin, c'est la valeur pour le chemin qui termine à A, c'est la séquence des bits pour arriver à cet état. Même chose pour B, même chose pour C, même chose pour D. C'est pour ça qu'on multiplie par le nombre d'états. Et nous avons aussi la métrique de chemin. Donc ça va être plusieurs bits. Ici, c'est juste un bit qui est sauvegardé dans chacune des cases, si on veut. Ici, on a 2 à la k-1 cases dans la mémoire, mais chaque case doit être capable de sauvegarder la somme totale, donc plusieurs bits sont nécessaires. Voici un autre exemple de calcul qui est demandé pour l'algorithme de Viterbi. Mais ici, ce que nous avons, c'est le résultat de l'algorithme de Viterbi à chaque intervalle de temps. Donc, au lieu de demander c'est quoi le déroulement de l'algorithme de Viterbi, dans la question de l'examen ici, nous avons le résultat des calculs. Et on pose la question. Plutôt, donner l'information qui est sauvegardée pour les 4 intervalles de bits illustrés dans la table.